Benjamin Meunier, que penses-tu de la victoire de Saint-Étienne sur Metz, synonyme de montée, au-delà de la double confrontation? Je trouve la descente de Metz totalement logique, tant cette équipe n'a rien prosé en Ligue 1, offrant un spectacle sinistre à l'image de son entraîneur. Vu que je me suis déjà attiré pas mal d'insultes de supporters messins depuis hier soir, je vais en remettre une couche. Oui, Metz n'a absolument rien proposé. Metz ne doit sa place de barragiste qu'à la performance exceptionnelle de Miko Tadze sur les matchs, enfin depuis son retour de l'Ajax. À part lui et le jeune Lamine Camara qui est très prometteur, c'est une équipe de Ligue 2. Et sur les deux matchs contre Saint-Étienne, au match aller à Geoffroy Guichard, ils ont été totalement inexistants. Et au match retour, ils ont mis 2 buts, je dirais un petit peu sur les nerfs suite à l'expulsion de Diallo. Et après, Saint-Étienne a pris le contrôle du jeu et Metz n'a fait que défendre à domicile jusqu'au bout. Donc effectivement, sur la physionomie de ce barrage, la montée de Saint-Étienne est tout à fait justifiée. Après, Metz, on le savait depuis le début de la saison. J'ai longtemps dit cette saison que c'était l'équipe la plus faible de Ligue 1. Jusqu'au retour de Miko Tadze qui a fait quand même monter d'un cran cette équipe, mais voilà, c'est pas suffisant pour se maintenir en Ligue 1. Après, je pense que financièrement le club ne peut pas faire mieux et faut qu'il fasse attention, même en Ligue 2 l'année prochaine. Corentin Boeuf. Le faible niveau du tennis français, est-ce que c'est que ce sport est très peu accessible aux classes populaires et qu'on ne retrouve pas assez de terrain en accès libre comparé au City Stade? Je pense qu'aujourd'hui, le tennis, sport de riche, c'est un petit peu une image d'Épinal. Je pense qu'aujourd'hui, tu as accès à des cours de façon plus simple qu'avant. Et puis, il y a toujours deux façons de voir les choses. Il y a la formation globale de beaucoup de jeunes joueurs, et puis tu as le super champion. Je suis pas certain que l'école suisse soit à prendre en exemple, parce qu'il y a eu Federer et Wawrinka. Je suis pas certain que l'école serbe soit un exemple parce qu'il y a Djokovic. Alors le tennis espagnol, c'est autre chose. Regardez les États-Unis qui arrivent plus à sortir un joueur capable de gagner un grand chelem depuis tant d'années. Alors que ça, des joueurs de tennis et des cours en accès libre aux États-Unis, il y en a plein. Donc encore une fois, former un joueur pour qu'il fasse, on va dire, jusqu'à 30e mondial, c'est tout à fait ce que le tennis français montre. Maintenant, avoir un super champion, c'est autre chose. C'est aussi avoir un diamant brut que t'as même pas besoin de façonner. Regardez Corentin Moutet, c'est le meilleur résultat du tennis français à Roland et il s'est fait virer de la Fédé il y a 2 ans. Donc. Sugar me dit, Vincent Labrune envisage peut-être de créer lui-même une chaîne 100% pour la Ligue 1. Est-ce que selon toi c'est une bonne idée? Pour ma part, j'ai de gros doutes sur cette solution. Tout le monde a des gros doutes sur cette solution parce que on le sait, le potentiel d'abonnés d'une chaîne de 100% Ligue 1, il est entre 1,5 million et 2 millions d'abonnés. Prenons l'hypothèse haute, prenons 2 millions d'abonnés et un abonnement, on va dire à 15 € par mois. Plus, ça me paraît être contre-productif pour avoir beaucoup d'abonnés. 15 € par mois par 2 millions, ça fait 360 millions d'euros par an. Voilà. Quand tu dis et que tu claironnes que ton championnat vaut 1 milliard et que tu arrives avec ta chaîne, surtout que 360 millions d'euros, t'as pas payé une prod, t'as pas payé un journaliste, t'as rien payé, et ça coûte. Je rappelle, je le répète souvent, que Amazon avait quasiment l'intégralité du championnat pour 250 millions et que ils ont perdu de l'argent.
Donc, avec un abonnement qui était quand même pas très cher à partir du moment où tu étais abonné à Amazon. Donc c'est ça le problème. Déjà, on demande à des gens d'investir, sachant que c'est un produit d'appel. Est-ce que beIN a besoin de la Ligue 1 comme produit d'appel, alors qu'ils ont déjà tous les championnats européens, la NBA, le tennis féminin, le hand, j'en suis pas sûr. Et voilà, et la situation aujourd'hui du foot français, elle est terrible, mais c'est la faute de La Brune qui a pris à ce moment-là vraiment le sillage de Didier Quillot, qui avait snobé Canal pour filer le bébé à Mediapro pour le triomphe qu'on a vu au bout de 6 mois. Et voilà, et aujourd'hui, Maxime Saada et Canal ont beau jeu de bloquer le truc et de dire que finalement, ouais, aujourd'hui, voilà, ils ont payé 480 millions l'exclusivité de la Ligue des Champions pour, enfin des compétitions européennes pour plusieurs années. Canal, avec le rugby, la F1, la moto, n'ont plus besoin de la Ligue 1. Et aujourd'hui, la Ligue 1 n'est plus un produit d'appel. Si vous voulez revoir l'interview de Cyril Linette, l'ancien patron de Canal, qui m'avait embauché, merci patron, sur BFM, voilà, tout est expliqué et c'est remarquable. Et aujourd'hui, le football français est dans une merde incroyable. Arkman 7 me dit, en voyant les festivités ce dimanche à Madrid, comment ça se fait que Paris est la seule ville sur la planète pour ne pas fêter ses titres dans la ville? À votre avis, pourquoi les autorités ne se sont jamais penchées sur la question après le titre célébré au Trocadéro en 2013? Parce que ça s'est pas bien passé en 2013 au Trocadéro, et que malheureusement, vu le contexte parisien, c'est extrêmement difficile, pour ne pas dire dangereux, d'organiser une parade dans Paris avec avec des supporters, et aussi tous les non-supporters qui vont venir se greffer là-dessus et nous et potentiellement créer de gros incidents. C'est très triste. C'est pas une bonne idée pour voilà, enfin, c'est assez désarmant comme problème, et c'est extrêmement triste, mais c'est aussi la réalité de ce qui est en train de devenir Paris. Regardez, il va y avoir les JO en août, et d'ores et déjà, la place de la Concorde est interdite à la circulation. Bon, ça, avec Anne Hidalgo, c'est pas une surprise, mais c'est même interdit aux piétons. Aux piétons. On marche sur la tronche. Et d'une manière générale, Paris file un très mauvais coton à tous les niveaux. Elias Recham me dit, comment va fonctionner Face à Pierrot pendant l'Euro? Tous les lundis, voilà, tous les lundis, Face à Pierrot, vos questions, mes réponses, et effectivement des posts assez fréquents sur les plus gros matchs, sur l'équipe de France, sur l'actualité de l'équipe de France, voilà quoi. Ça va bien se passer, ne t'inquiète pas. Martin Charlot me dit, avez-vous une collection de maillots portés par des joueurs? J'ai tout donné. J'ai tout donné parce que j'en ai jamais eu grand-chose à foutre. Il y a que 3 maillots que j'ai gardés. C'est celui qui m'a été offert par le PSG à l'hôpital quand j'ai été greffé. Pareil pour celui de Monaco et de l'équipe de France. C'est 3 maillots qui sont signés par tous les joueurs. Je les ai fait encadrer et ils sont chez moi. Alors ils sont pas chez moi en ce moment, puisqu'encore une fois là, je suis en transit dans l'ancienne maison de ma mère à La Baule avant d'aller un jour, j'espère, dans ma nouvelle maison. Mais voilà, ils sont dans le déménagement et c'est les 3 maillots auxquels je suis attaché sentimentalement, ce qui n'est pas le cas pourtant j'avais des maillots de Thierry Henry, de Pires, de Blanc à Naples et à l'Inter, mais bon, je les ai donnés, voilà, dans ma grande bonté. Maintenant, dire que je le regrette, je suis pas sûr, parce que je pense que ma femme me buterait si je voulais exploser tous mes maillots. Martin Charlot encore. Comment les scènes du film 3-0 ont-elles été tournées avec les joueurs du PSG? Après l'entraînement, et puis bon, les scènes de match, il y a eu
Il y a eu des vraies scènes de match et dans lesquelles on a incorporé par la suite Tibor Kovac, joué par Laurent Deutsch. C'est vrai que c'était assez bien fait. C'est pas un film qui a eu un succès extraordinaire à sa sortie, mais c'est un film qui est devenu assez culte et qui a et qui était en fait presque trop en avance sur sur ce qui se passe aujourd'hui dans le foot. Là, Otoniente fait 4-0. Je serais pas aussi enthousiaste. Jean-David Bedel me dit: le fait d'être connu et reconnu t'a-t-il déjà obligé à renoncer à certaines choses? Activités, orientation professionnelle, lieu d'habitation, parc d'attractions, etc. Alors, parc d'attractions, c'est pas trop mon truc. Sinon, non, j'ai renoncé à rien. Je pense que quand tu es connu, j'ai toujours pensé que faire des photos ou des autographes avec les gens, c'est le service après-vente. Que si t'es connu, c'est que tu gagnes de l'argent, c'est grâce au public, et que tu te dois aussi d'être chaleureux avec le public lorsqu'il vient vers toi. Donc j'ai toujours été, comment dirais-je, voilà. Alors après, il y a des périodes, au début, ça te grise complètement. Après, ça te fait flipper. Après, ça te saoule un peu. Et puis après, c'est intégré à ta vie, quoi. Je me souviendrai toujours, un jour, j'étais au niveau de la Fnac enfin bientôt feu la Fnac d'ailleurs, sur les Champs-Élysées. Et il y a une personne qui s'est arrêtée pour me demander en photo, puis 2, puis 3. Puis au bout de 5 minutes, il y avait 80 personnes autour de moi. Bon, c'est un épiphénomène, hein. C'était pas les Beatles non plus, ça arrivait pas à chaque fois. Disons que c'est curieusement, et même encore aujourd'hui, c'est assez clinique, enfin cyclique, pardon, pas clinique. Il y a des jours où je peux vraiment me balader très tranquillement, et puis il y a des jours où il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi encore aujourd'hui. Enfin, comme je dis, hein, Léon Zitrone, même après sa retraite, il faisait des autographes. J'ai passé entre Canal et M6 15 ans à la télé, ben forcément, ça reste une trace, quoi.